Le chapitre 6 va porter sur la troisième loi de la dynamique, qu'on appelle la troisième loi de Newton. Cette loi-là, elle traite des interactions entre les objets. On l'appelle la loi d'action-réaction. Elle va nous parler des forces que subissent deux objets qui sont en interaction. On va voir ici une petite illustration de la troisième loi de Newton. Alors, c'est quelqu'un qui tire du fusil et le fusil part en direction opposée. Dans ce cas-ci, il n'est pas bien à côté à l'épaule de la personne. En fait, il n'est pas à côté du tout à l'épaule de la personne. Et donc, il part en direction opposée. Alors, dans le fond, pour tirer une balle vers la gauche, le fusil a dû exercer sur la balle une force, mais il a subi en retour une force en sens opposé. On a ici une autre animation qui nous démontre un petit peu le même principe. Cette fois-ci, c'est un petit fusil à eau artisanal. On a pompé de la pression donc dans le fusil en question. Et qu'est-ce qui propulse la bouteille de plastique? Dans ce cas-là, il y a de l'eau dans la bouteille de plastique, mais la pression dans l'eau fait en sorte que la bouteille de plastique va partir vers la gauche. Mais pour propulser la bouteille de plastique vers la gauche, c'est l'eau qui a fait cette propulsion-là. Et donc, l'eau se fait propulser, elle, vers la droite. C'est la réaction. Donc, il y a l'action, il y a la réaction. Ici, on a deux astronautes dans la station spatiale qui vont nous démontrer encore une fois la troisième loi de Newton. Alors, vous voyez, le premier astronaute a poussé le deuxième. Alors, mais les deux sont partis en direction opposée. Donc, il y a un seul astronaute qui a exercé une force, mais en réalité, il a subi lui-même une force en direction opposée. On va avoir encore ici un autre exemple d'application de la troisième loi de Newton. Donc le bonhomme ici sur sa planche à roulettes avec un extincteur à fumée. Et il se propulse vers l'arrière. Enfin pour lui c'est vers l'arrière. En fait qu'est-ce qui s'est passé ici? L'extincteur a poussé sur son contenu dans notre direction, ou à peu près dans notre direction, et ça a exercé une force en sens opposé sur l'extincteur qui est lui-même fixé à la planche, etc. Donc l'ensemble de tout ça est parti vers l'arrière. Donc à chaque fois qu'on veut exercer ou qu'on exerce une force sur quelque chose, on subit une force en sens opposé. D'ailleurs, les fusées dans l'espace fonctionnent exactement avec le même principe, parce que quand une fusée décolle au décollage, elle est dans l'atmosphère, donc elle peut toujours se propulser en poussant l'air. C'est ce que font par exemple en partie les moteurs d'avion. Donc les moteurs d'avion poussent l'air vers l'arrière, ce qui les propulse vers l'avant. Mais les fusées, une fois qu'ils sont rendus dans l'espace, il n'y a plus d'air. Donc les fusées ne peuvent pas se pousser sur l'air ou pousser l'air pour pouvoir se propulser. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils éjectent du carburant. Exactement de la même façon qu'on a vu ici, le but c'est d'éjecter le carburant avec le plus de force possible et le carburant va partir vers l'arrière, la fusée va être propulsée vers l'avant. Alors ici, on a une vidéo où on va voir la troisième loi de Newton en application. Vous voyez, on a un petit ventilateur ici qui est animé par un moteur électrique et vous avez vu que en partant le fan, en fait, le fan, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser l'air vers la droite et de cette manière-là, lui-même va être poussé vers la gauche. C'est la troisième loi de Newton. Et c'est ce qui fait que le chariot s'est mis à reculer vers la gauche. On va faire maintenant une autre expérience. Alors, on reprend, mais cette fois-ci, on met un petit plexiglas devant le ventilateur. Donc, on va le fixer juste devant le ventilateur. Je vais faire avancer un petit peu ici. Le petit morceau de plexiglas est fixé. Alors, la personne souffle dessus pour montrer qu'on peut faire avancer, un peu comme une voile d'un voilier, par exemple. Donc, on a pu faire avancer le chariot de cette manière-là. Pourquoi ça peut marcher comme ça? C'est que lorsqu'on souffle dessus, qu'est-ce qui fait avancer le chariot? C'est la force que l'air exerce sur le plexiglas. Donc, cette force-là est exercée vers la droite sur le plexiglas et ça fait donc avancer le chariot vers la droite. Quelle est la réaction dans ce cas-là? C'est la force que l'air a subie. En arrivant sur le plexiglas, l'air qui se dirigeait vers la droite va être maintenant décéléré par le plexiglas, va être arrêté par le plexiglas, donc l'air va subir une force vers la gauche. Donc l'air pousse le plexiglas vers la droite, l'air subit une force vers la gauche qui la ralentit. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais qu'est-ce qui va souffler l'air? Ça va être notre ventilateur. Essayez de deviner qu'est-ce qui va se passer. Alors, il se passe absolument rien. Pourquoi? Parce que, alors je l'arrête un petit peu,
Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a encore de l'air qui est poussé sur le plexiglas. Donc, le plexiglas se fait pousser vers la droite et en faisant ça, il pousse lui-même sur l'air vers la gauche pour ralentir l'air. Donc, jusqu'à maintenant, si c'était juste de ça, notre chariot, il avancerait vers la droite. Mais, pour pousser l'air, pour mettre l'air en mouvement, il a fallu que le ventilateur exerce une force vers la droite sur l'air pour la mettre en mouvement. Donc, ça veut dire que le ventilateur subit lui-même une force vers la gauche. On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, quand le chariot reculait vers la gauche, parce qu'il devait pousser l'air vers la droite. Alors, comme l'air est complètement arrêté, par la suite par le plexiglas, ben, ça veut dire qu'au bout du compte, la somme des forces sur le chariot est égale à zéro. On a autant de force vers l'avant sur le plexiglas que vers l'arrière sur le ventilateur, donc le total est égal à zéro. Alors dans tous les exemples qu'on a vus précédemment, on s'est rendu compte que les forces existent toujours par paire. C'est impossible d'exercer une force isolée. À chaque fois qu'un objet exerce sur un autre objet une force, il va lui-même subir une force en sens opposé. Par exemple, quand un marteau frappe un clou, ben, le marteau subit lui-même une force en direction opposée. Ici, le coureur, on dit qu'il se propulse vers l'avant, mais en réalité, c'est pas ça qu'il fait. En réalité, il pousse sur le plancher. Alors, vous voyez, la force qui est là, c'est la force que le pied du coureur exerce sur le plancher. Donc, le coureur pousse le plancher vers le bas et vers l'arrière, et en retour, il subit lui-même une force en direction opposée. Et c'est cette force-là qui va le propulser vers l'avant. La troisième loi de Newton va encore plus loin que ça. En fait, la troisième loi de Newton, elle nous dit que pour chaque action, il existe une réaction, puis elle nous dit en plus qu'elles sont rigoureusement égales en module. C'est-à-dire FAB, ce serait la force sur l'objet A qui est produit par B, est égale à moins FBA, c'est-à-dire moins la force sur l'objet B qui provient de A. Le signe moins parce qu'ils sont opposés. Alors, le coureur qui est ici pousse aussi fort sur le sol que le sol pousse sur lui. Le marteau fait subir au clou une force, ben il va subir exactement la même force en sens opposé. Si je donne un coup de poing à quelqu'un, la personne va ressentir une force, mon poing va ressentir exactement la même force en sens opposé. Ici, on a une image d'un accident entre un camion remorque et une voiture. Si on applique la troisième loi de Newton qu'on vient de voir, on peut dire que durant l'accident, la voiture et le camion remorque ont subi exactement la même force. Donc le camion remorque exerçait une force sur la voiture exerçait la même force en sens opposé sur le camion remorque. C'est sûr que la voiture va avoir beaucoup plus de dommages. Les occupants de la voiture vont avoir beaucoup plus de dommages aussi. Pourquoi? Parce que là, il faut utiliser la deuxième loi de Newton. F égale ma. Alors la masse de la voiture étant plus petite, ben bien sûr, son accélération va être beaucoup plus grande. Alors, la voiture va décélérer beaucoup plus abruptement que le camion. Ce qui fait que les passagers vont subir cette décélération-là qui va être beaucoup plus importante. Alors, ils vont effectivement risquer de subir beaucoup plus de dommages. L'autre facteur aussi, c'est que la structure de l'automobile étant plus petite, elle va être bâtie beaucoup moins solide que le camion, ce qui fait que la même force va provoquer des dommages différents. Mais les deux subissent exactement la même force en sens opposé durant la collision. Ici, on va regarder puis on va essayer d'identifier quelles sont les paires action-réaction dans chaque image. Donc la première ici, c'est un livre qui est déposé sur une étagère. Alors si on essaie de trouver des paires action-réaction là-dedans, le livre est déposé sur l'étagère, donc le livre va subir une force normale. Ici, on l'écrit N, L, E pour la normale sur le livre provoquée par l'étagère. Alors, la réaction à ça, c'est la normale en bleu qui est ici. C'est-à-dire que le livre, lui aussi, il pousse sur l'étagère vers le bas avec la même force normale, sauf qu'elle est en sens opposé. Donc celle-là, on l'appelle NEL, donc la normale sur l'étagère qui est provoquée par le livre. Le livre a également un poids, donc FG, qui est vers le bas. Alors, quelle est la réaction au poids? Le poids est exercé par la planète Terre. Donc, c'est la Terre qui va subir la force de réaction.
la Terre se fait tirer par le livre vers le haut avec exactement la même force. Euh, c'est sûr que ça fait un peu bizarre de dire que la Terre se fait tirer vers le haut, mais il faut penser que cette petite force-là, le livre, peut-être qu'il y a une force de quelques newtons, un poids de quelques newtons. Alors les quelques newtons exercés sur la Terre, en considérant la masse de la Terre, ça provoque absolument aucune accélération. En fait, ça ferait une accélération de 10 exposant moins 24 mètres par seconde carré, donc ça paraît pas. En plus que la Terre se fait tirer par tout ce qui est dessus, en fait, donc et à peu près également dans chaque direction. Ça paraît beaucoup plus, par contre, si on regarde le couple Terre-Lune. Alors, la Lune réussit à tourner autour de la Terre parce que la Terre exerce dessus une force gravitationnelle, mais la Terre subit elle-même la même force de la part de la Lune. Donc, elle est attirée vers la Lune. Et ça paraît d'ailleurs parce que le mouvement de la Terre est différent à cause de la Lune. Par exemple, au lieu de tourner autour du Soleil selon une trajectoire qui est bien régulière, si on veut, comme comme la Terre se fait tirer par la Lune, si on regarde le trajet de la Terre autour du Soleil, ça fait une espèce de mouvement comme ça. Donc, à cause que la Terre se fait tirer par la Lune sur son mouvement. Ici, on a une voiture qui accélère. Donc, pour l'accélérer, il y a du frottement vers l'avant. Donc, c'est les quatre nœuds, en fait, là, qui subissent de la friction à partir du sol. Cette friction-là est orientée vers l'avant parce que les pneus ils roulent vers l'avant. Donc, la friction fait avancer le véhicule dans ce cas-là. Puis, la réaction, c'est que les pneus se font pousser par l'avant, mais le sol va se faire pousser vers l'arrière par les pneus. Donc, le sol subit une force vers l'arrière. Évidemment, le sol est fixé à la terre, donc encore une fois, la masse étant tellement grande, le sol ne va pas vraiment accélérer vers l'arrière. Mais imaginons que le sol serait meuble. Par exemple, c'est ce qui arrive lorsqu'on a de la gravelle ou quelque chose comme ça. Ben là, la gravelle se fait vraiment pousser vers l'arrière. Donc, on va déraper en partant à cause de ça. Parce que là, la gravelle se fait pousser vers l'arrière, donc elle va effectivement subir cette force-là. On a un petit exemple ici où on va appliquer la troisième loi de Newton. La situation est la suivante. On a deux blocs, un de 3 kg, l'autre de 1 kg, qui sont déposés sur une surface. Pour simplifier, on va tout simplement supposer qu'il n'y a aucune friction avec la surface. Donc, on glisse parfaitement. Ensuite, on pousse la caisse bleue avec une force de 6 newtons vers la droite. On veut deux questions, calculer l'accélération des deux boîtes et aussi calculer la force de contact entre les deux blocs. Un problème comme ça, on peut le résoudre de différentes façons. On va le faire des deux façons d'ailleurs pour que vous puissiez voir les deux. On peut d'abord considérer les deux boîtes comme un seul objet. Donc on aurait un seul objet de 4 kg. Et on a le droit de faire ça parce que comme ils se poussent l'un sur l'autre, puis qu'ils ne vont pas se quitter, bien à ce moment-là, tant qu'ils sont en accélération en tout cas, c'est sûr que si on pousse les boîtes, puis qu'à un moment donné, une fois qu'ils sont accélérés, on arrête de pousser, ou qu'on retient la boîte bleue ou quelque chose comme ça, là, ils pourraient se quitter. Mais tant qu'on pousse, puis que c'est en train d'accélérer, les deux vont être collés ensemble. Donc, on peut les considérer comme un seul objet d'une masse de 4 kg. Donc, à ce moment-là, c'est très simple pour l'accélération. On a un seul objet, on a une seule force horizontale, donc on peut appliquer la deuxième loi de Newton. On va dire somme des forces en x égale masse fois accélération. Alors, force en x, il n'y en a qu'une seule, 6 newtons. Et on a 4 kg si on les prend ensemble. Puis ensuite, on va avoir notre accélération. Donc, 6 sur 4, 1,5. Alors, on a une accélération de 1 mètre par seconde carré. Alors ça répondrait tout de suite à 1,5, pardon. Ça répondrait tout de suite à la première question. Par contre, calculer la force de contact entre les deux blocs, là, on ne pourrait pas, parce que si on les considère comme un seul objet, la force de contact se devient une force interne, donc on ne peut absolument rien faire avec ça. Pour résoudre ce problème-là, on va séparer les deux objets. Donc, j'efface ceci, puis je me fais deux colonnes. Donc, comme ceci, on va prendre l'objet de 3 kg ici, puis ensuite l'objet de 1 kg là. Et là, je reprends chacun, puis je dessine les forces qui s'exercent dessus. Alors, il va y avoir, sur le gros bloc de 3 kg, il va y avoir 6 newtons vers la droite, puis il va y avoir, on va l'appeler la normale, parce que c'est une normale en fait, donc c'est une force de contact, c'est perpendiculaire aux surfaces. On va l'appeler N3
1 pour la normale sur le bloc 3 qui est provoquée par 1. J'aurais pu l'appeler F3,1 aussi, peu importe. Donc ça donne ça. On aurait aussi des forces verticales, mais dans ce cas-ci, les forces verticales, je m'en soucie pas trop, puisqu'ils n'auront pas d'impact sur l'accélération. Je fais la même chose ici pour les forces sur le bloc 1. Je vais avoir une force vers la droite, cette fois-ci. Ça sera N1, 3. Donc, la force de contact que le bloc 3 applique sur le bloc 1. Et dans le fond, c'est la troisième loi de Newton. Ces deux normales-là sont égales en grandeur. Ils sont juste opposés en direction. Alors, ça veut dire que, puis il n'y a pas d'autre force sur le bloc de 1 kg, il n'y a pas d'autre force horizontale. Le 6 Newton, il est appliqué seulement sur le 3, il n'est pas appliqué sur le 1 directement, donc on ne peut pas le mettre ici. Alors maintenant, si j'applique mon équation, ma deuxième loi de Newton cette fois-ci, somme des forces en x égale masse fois accélération, mais je vais avoir 6. Vu qu'il est vers la gauche, je vais mettre moins n. Donc je vais juste garder n sans indice pour le module de cette force-là. Alors 6 moins n égale masse. Cette fois-ci, je prends 3 parce que je suis sur le bloc de 3. Donc, je prends ceci. J'ai deux inconnus, n et ax. Bien sûr, ax, je l'ai calculé tantôt, donc je pourrais le réutiliser d'ailleurs. Mais supposons que j'aurais commencé le problème comme ça. Donc, c'est un inconnu. Je fais la même chose de l'autre côté. Somme des forces en x égale masse fois accélération. Et cette fois-ci, on a seulement le n, mais vers la droite. Donc, positif égale 1 kg fois l'accélération. Et là, on a deux équations, deux inconnues. Il faut faire attention, ça peut être un piège, là. On a mis AX. On va voir d'autres exemples plus tard où des fois, ça ne sera pas la même accélération. Mais ici, c'est bien sûr le même AX, puisque les deux blocs avancent ensemble. Ils ont donc la même accélération. Alors, ça veut dire qu'ici, la normale n est égale à AX. Alors, je peux venir la remplacer ici. Ça va faire 6 moins AX égale 3AX. Et puis là, vous voyez qu'en envoyant le AX de l'autre côté, ça va me donner 6 égale 4AX. C'est exactement l'équation que j'avais tantôt. Donc, ça confirme mon accélération. Puis, une fois que j'ai cette accélération-là, qui donnait 1,5 m par seconde carré, ben, je peux venir la remettre ici pour trouver le n. Donc, ça sera 1 kg fois 1,5, donc 1,5 newton pour cette normale-là. Ça veut dire que la force de contact entre les deux blocs, c'est 1,5 newton. Ce qui a bien du sens. Vous voyez, on avait 6 newtons ici, et le 6 newton faisait avancer 4 kg. Alors, dans le fond, pour faire avancer le 1 kg à la même accélération, ben, ça prend une accélération 4 fois plus petite, c'est-à-dire une force 4 fois plus petite, donc 1,5 newton.